Bonjour et bienvenue à La Consulte. Je suis Justine Henrion, sexologue et thérapeute de couple. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Laetitia, 42 ans. Dans cet épisode, nous allons parler de la difficulté, voire de l'impossibilité de dire non dans sa vie sentimentale. Bonjour Laetitia. Bonjour. Serait-il possible, Laetitia, de nous raconter votre histoire ? Oui, bien sûr. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été élevée uniquement par ma maman. Mon père ayant quitté le foyer à mes 8 ans environ. Donc, en termes d'éducation sentimentale, sans dire que je n'en ai pas eu, je me suis plus ou moins construite seule. Donc, cette notion du oui systématique, dont je vais parler ensuite, elle ne m'a pas été instruite par qui que ce soit. Elle est venue de moi-même. Donc, ça a commencé très jeune, dès les premiers émois, dès le premier baiser au collège. Un premier baiser dont je ne voulais pas, mais le garçon le voulait, les camarades le voulaient, et quelque part, un peu pour faire plaisir, pour ne pas décevoir, j'avais dit oui. Forcément, je n'en garde pas un souvenir impérissable, pas un traumatisme non plus, mais ce qui aurait dû être un moment magique n'a pas été du tout. Cette façon de dire oui systématiquement, j'ai continué à la cultiver tout au long de l'adolescence. Déjà, j'ai continué de grandir avec un énorme besoin de séduction. Il me fallait absolument plaire à tout prix. Je me montrais forte, j'usais de toutes les armes qui étaient en mon pouvoir, mes beaux yeux, mon humour. Donc, quelque part, je plaisais. Mais dès lors que j'avais atteint mon objectif, que j'avais réussi cette séduction, je me transformais littéralement. C'est-à-dire que l'homme que j'avais attrapé dans mes filets pouvait faire ce qu'il voulait de moi. Je disais oui à tout, même allant contre mes valeurs. Il ne me respectait pas, tant pis, je me taisais. Il se moquait de moi, tant pis, je me taisais, je souriais même. Ce qu'il faut savoir au niveau de mon adolescence, c'est que très rapidement, j'ai souffert de problèmes de poids, voire d'obésité, et un peu plus tard d'obésité morbide. Malgré tout, je n'ai jamais lâché ce désir de séduction. C'était plus fort que moi, c'était indissociable à ma personnalité. Il fallait que je plaise, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Ma première expérience sexuelle n'a pas été plus glorieuse, si je puis dire. Je replace dans le contexte, j'avais 16 ans, j'étais en discothèque pour la première fois, sans adulte, sans chaperon, et ce premier soir, j'ai bu de l'alcool, énormément, pour la première fois, et je suis entrée dans une phase de séduction avec un garçon. En discothèque, c'est très facile. Et rapidement, trop rapidement, ce jeune homme m'a emmené sur le parking de la discothèque. Il a été très clair dans ce qu'il voulait. Et j'ai enclenché le pied dans une espèce de spirale qui va durer longtemps. C'est-à-dire que je lui dis oui, alors que je n'en avais pas forcément envie, voire pas du tout envie. Mais quelque chose au fond de moi me faisait penser que si je lui disais oui, ce garçon qui était charmant au demeurant, forcément il me rappellerait. Donc voilà, sur un parking de discothèque, appuyé contre un bardage, j'ai perdu ma virginité. Évidemment, ce garçon ne m'a jamais rappelé. Malgré tout, ça ne m'a pas servi de leçon. J'ai continué à agir comme ça des années durant, que ce soit en discothèque, en soirée, etc. Je passais systématiquement en mode séductrice. Je réussissais à séduire. J'étais fière de moi parce que malgré mon obésité, je me disais « Ah, presque, c'est facile, quoi ». Je séduisais, je m'ouvrais, je me donnais, je couchais et j'espérais. Et j'étais toujours persuadée que le lendemain, j'aurais un retour des nouvelles de ce garçon. Cette espèce de processus que j'avais mis en place a duré de nombreuses années, jusqu'à mes 22 ans environ. À cette époque, j'ai rencontré un jeune homme qui était initialement pas du tout à mon goût. Un peu trop discret, un peu trop bizarre, mais il était intriguant. Je me suis rapprochée de lui, je l'ai séduit, comme toujours. Et puis là, pour la première fois, ça s'est passé un peu différemment. Ce garçon semblait ne rien attendre de moi au niveau sexuel. Il cherchait à apprendre à me connaître. Alors je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Les semaines passaient, nous nous rapprochions. Il ne me plaisait toujours pas plus que ça, mais lui restait malgré tout, sans rien me demander, sans être entreprenant. Donc j'ai continué là-dedans. Notre relation a commencé à prendre une tournure sentimentale et
encore une fois, et j'étais surprise et agréablement surprise, ce garçon n'était pas demandeur de sexe tout de suite. Il semblait vouloir prendre son temps. J'ai trouvé ça hyper appréciable. Je ne me sentais pas amoureuse plus que ça, mais je me sentais, peut-être pour la première fois de ma vie, aimée. Alors ce garçon, j'ai décidé de le garder. Pas forcément parce que j'étais tombée amoureuse de lui, mais parce que lui ne me rejetait pas. Pour la première fois, je n'étais pas rejetée. Avec le recul, je me dis que je suis restée avec ce garçon, pas forcément pour les bonnes raisons, mais au moins, j'avais le sentiment d'être acceptée telle que je l'étais, parce que j'étais toujours obèse à l'époque. Les années passant, donc je suis restée de nombreuses années avec ce garçon, malgré de grosses trahisons. Il m'a trompée une première fois, ça faisait quelque chose comme 3 ans que nous étions ensemble. Je l'ai appris et je me suis tue. Je lui ai dit, en gros, c'est pas grave, ça arrive. Première erreur selon moi. Ça s'est reproduit peut-être 2 ans plus tard. Nouvelle trahison, nouvel adultère. Et à nouveau, j'ai pardonné. J'ai dit que ça n'était pas grave, que ça pouvait arriver. Dans mon couple, ça n'allait pas forcément. Un profil psychologique un peu compliqué de ce monsieur, mais j'acceptais encore. Parce qu'il restait. Parce qu'il disait m'aimer. Donc j'acceptais. J'acceptais ses dérives. J'acceptais ses délires. J'acceptais sa paranoïa. Sans rien dire. Je me taisais. Au bout de quelques années, je me suis dit que pour sauver notre couple, qui n'était pas franchement extraordinaire, faire un enfant pouvait être la solution. Rapidement, je suis tombée enceinte. C'était extraordinaire, c'était inespéré. Malheureusement, 1 mois après avoir appris que nous allions être parents, monsieur a à nouveau dévié. Nouvelle trahison, nouvelle tromperie. Ce coup-ci, je n'ai pas accepté. J'ai clairement pris mes clics et mes claques. Je me suis trouvé un logement et j'ai décidé que, pour le coup, mieux valait être seule que mal accompagnée. J'ai passé les 3/4 de ma grossesse seule. Et puis, vers la fin, j'ai eu quelques remords. Zut, j'allais être seule. Seule à élever un enfant. Qui plus est, j'allais priver cet enfant d'un père. Cet enfant qui n'avait rien demandé. J'avais un peu cette culpabilité, ce sentiment de me dire que j'allais faire vivre à mon enfant la même chose que moi, ce que j'avais vécu, c'est-à-dire grandir sans père. De ce fait, j'ai réouvert les bras au père de mon enfant. La petite est née. Ça s'est bien passé sur les débuts, mais on était plus sur une relation de coparents qui vivaient sous le même toit. L'intimité n'y était plus, la confiance n'y était plus. Donc finalement, 1 an après la naissance du petit. Donc à partir de là, je retournais dans le célibat. Célibat que j'avais réussi à lâcher pendant 7 ans. Et c'est à ce moment-ci, c'était l'effervescence, l'émergence des sites de rencontres. Et j'en ai largement profité. La grande séductrice que j'avais pu être par le passé est revenue au galop. Et ça n'a été pendant de nombreuses années qu'un enchaînement de rencontres. Et je repartais sur mes schémas d'antan. Une rencontre, séduction, je m'offrais, je m'ouvrais, je couchais avec toujours cet espoir d'être rappelée le lendemain et ça recommençait. Le garçon ne me rappelait pas. Ou alors me rappelait de longues semaines plus tard et je l'accueillais les bras ouverts. Je ne savais pas dire non. Ces garçons me manquaient de respect, mais je m'en moquais tant qu'ils revenaient. Tant qu'ils me montraient un semblant d'attention et d'intérêt, je les accueillais bras ouverts, quoi qu'ils fassent. Même s'ils me ghostaient des jours et des jours, plutôt que de les envoyer bouler directement, je préférais inconsciemment me faire mal et espérer et attendre ce SMS, cet appel, ce message. Ça a duré un petit moment. Et puis un jour, donc je continuais toujours à être sur ces sites de rencontres et est venu à moi un garçon qui normalement n'aurait pas dû attirer mon attention. Il était en instance de divorce, père de 5 enfants. Normalement, j'aurais dû le fuir. Mais j'avais déjà développé par le passé, et je continue à développer une espèce de syndrome de Saint-Bernard où, à travers mes bonnes actions, je me sentais valorisée. Donc même si j'avais pas forcément un retour évident de la personne, donc ne serait-ce qu'un remerciement, un sourire, un câlin, je me sentais valorisée parce que j'avais le sentiment de l'aider, je me positionnais en sauveuse. Donc voilà, je rencontrais ce garçon
j'aurais dû fuir. Quelqu'un de normalement constitué aurait dû fuir. Il allait à l'encontre de mes valeurs de base. Il n'était pas forcément gentil, il n'était pas forcément bienveillant. Il avait tendance à se fâcher un peu pour un oui, pour un non. Donc même s'il n'était pas méchant avec moi, j'aurais dû fuir. Mais j'avais besoin, je me sentais investie d'un rôle où il fallait que je le sauve. Donc je m'y suis attelée. Pendant 3 ans environ, j'ai essayé de le sortir de la panade dans laquelle il était. Instance de divorce, compliqué. 5 enfants qu'il fallait loger régulièrement. C'était une situation hyper difficile. Je courais la catastrophe, mais j'y allais quand même. Je lui ai proposé qu'on vive ensemble. C'était l'une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire avec lui. Donc je l'ai accepté, lui, ses problèmes, ses dettes. Je payais tout, il ne me demandait absolument rien. Par générosité ou je ne sais quoi, je donnais plus que ce que j'avais. Résultat des courses, je me suis retrouvée en situation de surendettement. J'ai dû monter un dossier à la Banque de France. Je me suis retrouvée interdite bancaire parce qu'à payer toutes ces dettes, je ne payais plus mes créances. Et j'ai commencé à vraiment toucher le fond. C'est-à-dire que pendant de nombreux mois, nous avions une famille à nourrir. Donc une famille de 6 enfants, peut-être pas à temps plein, mais on avait quand même une famille de 6 enfants à nourrir et quasiment plus assez de revenus. Pendant tout un hiver, j'ai dû aller faire la queue au Resto du Cœur du village à côté duquel je vivais. Ça a été, je pense, l'étape qui a fait que je me suis enfoncée très très bas, que ma santé mentale en a pris un coup. J'ai dû en arriver à la prise de cachets à outrance, antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères. J'avais pas d'autre solution. Enfin, si, j'aurais eu une autre solution, fuir. Mais c'était pas entendable, c'était pas acceptable. Donc c'était tellement plus facile de prendre des cachets. Sauf que, à la longue, au bout de plusieurs mois de prise de cachets, d'augmentation de doses, etc., je n'étais devenue plus que l'ombre de moi-même. J'ai donc fini par prendre la décision de fuir ce garçon, de fuir cette famille, de fuir cette vie afin de m'en sortir. Peu de temps après cette rupture, une amie a voulu me présenter un garçon qui avait l'air sympa. Alors j'ai dit oui. Ça faisait déjà 3 mois que j'étais seule. J'ai dit oui, j'ai rencontré ce garçon. Je pense que là, pour le coup, je suis tombée amoureuse. Il avait tout. Il remplissait toutes les cases. Il était beau, il était drôle, il était gentil. Il avait la pêche, il était parfait à mes yeux. Malgré tout, rapidement, j'ai découvert son côté obscur. L'alcool, trop récurrent. Mais je ne disais rien. Je l'aimais, du moins je pensais l'aimer. Je l'accompagnais même. Tous les week-ends, on buvait un peu trop. Et puis ce garçon dont j'étais tombée éperdument amoureuse a commencé à me trahir. Je le sentais. Je sentais que quelque chose n'était pas normal. Donc j'ai fouillé dans son téléphone et j'ai découvert des messages à l'attention d'autres filles qui n'auraient pas dû être là. Mais je n'ai rien dit. Lorsque je lui ai montré ces messages, il m'a fait comprendre que j'en faisais trop, que ça n'était pas grave. J'ai dit d'accord, j'ai accepté. Un peu plus tard, il a commencé à me faire part de ses fantasmes. Il rêvait de plan à 3, qu'il avait déjà pu expérimenter par le passé. J'ai dit d'accord, je n'en avais pas envie. J'ai tout de même dit d'accord. À défaut de trouver un 3e partenaire, parce que je lui mentais, je lui disais que oui, je cherchais, mais je ne cherchais pas, il a trouvé une solution de substitution. Ici, nous faisions appel à une prostituée. J'ai dit oui. J'en avais absolument pas envie. J'étais pas excitée une seule seconde par l'idée d'avoir recours au rapport tarifé, ni de partager mon homme avec qui que ce soit. Mais je l'ai fait pour lui faire plaisir. Une fois de plus, j'ai dit oui. Une fois de plus, je suis allée contre mes valeurs. Les mois qui ont suivi, j'ai continué à essayer de fermer les yeux devant tous ces écarts. Il y avait de plus en plus d'alcool, il y avait de plus en plus de cachotterie. Je fouillais systématiquement dans son téléphone et systématiquement je découvrais des messages qu'il pouvait envoyer à des amis, des collègues, etc. Des messages qui n'avaient pas lieu d'être et je fermais les yeux. Je me faisais du mal, j'en souffrais, mais je ne disais rien. Et là, non seulement ma santé mentale en a pris un coup, mais également ma santé physique. On a eu jusqu'à avoir des doutes quant à un éventuel souci neurologique. Que je ne contrôlais plus certains de mes muscles des mains notamment. Et je devenais en plus l'opposé de celle que j'avais toujours été. C'est-à-dire que je devenais imposante. Il fallait que je sois là tout le temps, qu'il me donne de ses nouvelles tout le temps. S'il n'avait ne serait-ce que 5 minutes de retard, je me faisais tout un film. Mais je ne lui en parlais pas. Je gardais tout ce mal, toute cette souffrance en moi. Je préférais me taire, une fois de plus. Et lorsqu'il me demandait si ça allait, je préférais répondre oui, plutôt que de passer pour une folle. Malgré tout, il a fini par en avoir assez.
Il a surtout fini par rencontrer quelqu'un d'autre. Et du jour au lendemain, m'a quitté. Après cette histoire, je suis vite retournée vers les sites de rencontres. Comme toujours, il était bien entendu impossible que je reste seule trop longtemps. J'ai eu une période où j'ai pris ces rencontres avec un peu plus de légèreté. Malgré tout, j'avais gardé cette habitude de coucher le premier soir, ni plus ni moins. Je retombais dans ce travers de me dire, en gros, si je couchais, si je disais oui, le garçon me rappellerait. Mais bien souvent, il ne rappelait pas. Sauf que là, on va dire que j'avais gagné un peu en maturité et que je n'en souffrais plus. Donc j'avais banalisé cette façon d'être. Dire oui, m'offrir, coucher, ne pas être rappelé, donc ne pas être respecté. Et à ce moment-ci de ma vie, en fait, je m'en moquais. Un peu plus tard, j'ai rencontré un garçon sur un site de rencontre. Donc un garçon un peu cabossé, comme beaucoup des hommes que j'avais pu rencontrer par le passé, mais qui remplissait pas mal des cases que je souhaitais. Les premières semaines ont été au top, il me faisait rire, il était à l'écoute, il était présent, il était charmant, bienveillant, franchement rien à redire, si ce n'est au fur et à mesure un penchant pour l'alcool, encore, une fois de plus. Et une fois de plus parce que je voulais le garder, je voulais qu'il reste près de moi, parce que je l'aimais beaucoup, je ne disais rien. Pire, je l'alimentais. Il savait très bien quand il arrivait à la maison qu'il aurait une bouteille à sa dispo. Il savait que il aurait un paquet de clopes, parce que moi aussi je voulais passer pour la nana cool, bienveillante, etc., etc. Les semaines passant, de nouvelles facettes de sa personnalité sont sorties. Il avait plusieurs fantasmes, tels que systématiquement, quasi systématiquement, utiliser un langage un peu cru lors des relations intimes. J'ai jamais été fan plus que ça du langage cru au lit, ou alors à toute petite dose, mais lui, il en avait besoin vraiment systématiquement. Et j'acceptais, à contre-cœur. Je ne sais pas si ça se ressentait, mais ça semblait le satisfaire. Dans la foulée, il a voulu m'initier au visionnage de films porno à deux. J'en avais absolument pas envie. Toutefois, j'ai dit oui. Ça l'excitait. C'était censé m'exciter. Je faisais comme si. Et puis au final, et pas forcément pour toutes les raisons que je viens de citer, au final, cette relation s'est terminée parce qu'il l'a décidé. Juste après cette histoire, j'ai commencé à prendre un peu de recul sur moi-même et à me dire que dans mes schémas amoureux, on était beaucoup trop dans la répétition. J'avais presque 40 ans et là, je commençais à me dire qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je sentais que j'étais quelqu'un à la base d'équilibré, j'étais quelqu'un de stable et je comprenais pas pourquoi je parvenais pas à trouver quelqu'un qui me respectait. J'avais besoin d'aide. Donc, j'ai été vivement conseillée et orientée vers une thérapeute qui a su mettre le doigt sur ce qui clochait. Notamment la blessure d'abandon que je tentais de cacher depuis ma plus tendre enfance. Avec cette thérapie et grâce à cette thérapie, déjà, j'ai pu comprendre, apprendre, maîtriser tous mes schémas de répétition. J'ai mis ma vie sentimentale en pause plusieurs mois, qui m'ont été nettement bénéfiques. Et puis, un jour, par un très heureux hasard, j'ai rencontré un homme. Pas via un site de rencontre, j'ai fait une rencontre normale, si je puis dire. Donc j'étais forcément un peu sur la défensive parce que je revenais de loin, j'étais craintive. Et puis cet homme que je venais de rencontrer était plein d'amour, plein de bienveillance, plein de gentillesse. Je cherchais le loup, je cherchais ce qui n'allait pas. Donc les premières semaines, pour lui, ont été un peu compliquées parce que je le rejetais. Beaucoup trop de gentillesse, beaucoup trop d'amour. Et pour le coup, c'était lui qui disait oui à tout. Et j'ai fini par lui laisser sa chance au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, 4 ans plus tard, on a fondé une nouvelle famille. Il a accepté ma fille comme la sienne. Nous sommes mariés et nous avons fait un bébé qui est encore tout petit. Et aujourd'hui, je suis sereine comme je ne l'ai jamais été, pleine de confiance en l'avenir, totalement épanouie. À lui, je dis oui. Mais quand je lui dis oui, je le pense vraiment. Merci Laetitia pour votre témoignage. Effectivement, le travail du sexologue est très intéressant dans cette histoire,
Car en fait, lorsque l'on est pris dans des schémas de répétition, lorsque l'on rejoue de l'abandon, il est important de travailler sur une histoire pour l'enrayer. Quelquefois, le fait de venir discuter avec quelqu'un dans un lieu neutre est déjà un vrai travail fait sur soi. Si vous aussi vous avez une histoire à partager, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, La Consulte. Merci et à bientôt.